Et si le temps d'un repas vous quittiez Pornichet? Bienvenue au Bayatika, un lieu unique inspiré de l'Amérique du Sud où chaque assiette raconte une histoire et chaque instant vous transporte. Viande d'exception grillée à la braise, produits frais, ceviche, tartare aux recettes sud-américaines. Une ambiance festive, une décoration immersive pour celles et ceux qui aiment le raffinement, l'évasion et l'audace. Et cet été, du lundi au vendredi, le Bayatika vous invite à la découverte avec une formule déjeuner à 20 €. Une parenthèse gourmande sans compromis. Bayatika Pornichet, une table à part où le voyage commence dès la première bouchée. Bayatika, osez l'évasion. Bonjour, ce matin j'ai le plaisir et le bonheur d'être avec Fabrice Lucchini. Bonjour Fabrice. Eh bien bonjour. Eh bien bonjour. vous serez à la Baule le 11 août à 20h au Palais des Congrès Atlantia pour nous parler de Victor Hugo, réciter Victor Hugo. Fabrice Lucchini lit Victor Hugo. Déjà, l'histoire de cette pièce en quelque sorte, de ce récital, c'est toute une histoire parce que vous avez commencé presque timidement dans une salle d'une centaine de personnes. Exactement. Et vous allez vous retrouver à la Baule avec presque 1000 personnes. Ouais, j'ai commencé pensant que c'était un peu exigeant dans une salle qui s'appelait le Petit Saint-Martin, qui fait 180 places. Et puis, un an après, j'étais aux 1080 places du même théâtre, mais au lieu d'être dans la petite salle, j'étais dans le grand théâtre où je suis en train de tourner d'ailleurs en ce moment. Donc, j'ai fait 6 théâtres et donc, c'est un spectacle qui a dépassé mes prévisions. Parce que c'est quand même pas rien. C'est un Hugo, pas du tout, c'est pas le grand Hugo lyrique, c'est un Hugo au moment où il a vraiment, il est accablé par l'épreuve de la disparition et de la mort horrible de sa fille, et qu'il apprend en rentrant des Pyrénées et qu'il arrive dans un café. Et évidemment, Juliette Drouet lui donne un journal et l'horreur. Oui, et le journal évidemment. 4 jours plus tard, elle est morte. Léopoldine est morte le 4 septembre 1843. À ce moment-là, il est en voyage avec Juliette Drouet, il remonte tranquillement vers Paris. Il s'arrête à l'île d'Oléron, parce qu'il a eu une lubie de vouloir découvrir l'île d'Oléron, qu'il n'a pas tellement apprécié. Il rentre, on est le 3-4 jours après, on est le 8 ou le 9, la date précise, ça reviendra tout à l'heure. Enfin, 4-5 jours après l'horreur, ils décident de partir à Paris. On leur dit qu'il y a la diligence doit partir qu'à 6 heures. Il est midi, il fait très chaud comme aujourd'hui. Et Juliette a une idée. Juliette Drouet lui dit, Victor, qu'elle appelait Toto, parce que je peux pas le dire, parce que dans le spectacle, c'est tellement bouleversant que si j'ai dit à Toto d'aller dans un café, les gens quitteraient l'humeur réelle. Donc elle dit à Victor Hugo, on a 5 heures à attendre, allons boire un café, prétextons un verre de bière, et comme ça on regardera les journaux. Et elle dit, j'avais eu à peine le temps alors elle voit 2 journaux devant elle, et elle dit, j'avais eu à peine le temps d'en regarder le titre, que le pauvre Victor Hugo me regarde avec dans la main le journal et me dit ces quelques mots, voilà qui est horrible. Ça, on est sûr qu'il a dit ça à Juliette Drouet. Il a dit 4 mots, il a ouvert le journal, il a vu la fille du grand poète, le génie absolu, sa fille, grand drame, est morte noyée. Il ne le savait pas, et là, c'est le début de l'horreur, la remontée à Paris. Alors effectivement, j'ai pris cette option de faire un Hugo en creux, un Hugo dramatique, qui va transformer cette douleur par le fait que il va écrire, il va tomber amoureux, c'est trop étonnant, et les événements politiques vont l'entraîner à l'exil. Donc, c'est un spectacle qui part de ce moment-là, qui évoque les événements politiques, mais très rapidement, et on les voit là partis dans l'exil. Et j'ai jamais eu de ma vie entière, j'ai eu beaucoup de chance en 40 ans, j'ai eu beaucoup de chance avec La Fontaine, j'ai eu beaucoup de chance avec Céline, avec Flaubert, avec Paul Valéry, j'ai eu beaucoup de chance. Mes spectacles avaient une chance de plaire à certaines personnes. Mais là, j'ai vécu quelque chose d'un peu à part, c'est que, la critique, qu'elle soit de gauche ou de droite, le monde a fait
une page, mais complètement démente dans la vie d'un acteur. T'en as une comme ça dans ta vie. Le Figaro a complètement couvert. Tous les journaux ont couvert. Alors j'avais pour la première fois et le public et la presse. Et alors ce qui fait que maintenant, j'ai fini le mois dernier à la Porte Saint-Martin et je reprends début octobre au Bouffe Parisien et après à l'Atelier parce que je suis obligé d'ouvrir 2 théâtres car il s'est déjà plein jusqu'en mars. Voilà. Et je crois que il reste quelques places chez vous, mais malheureusement oui, ça va vite partir. Elle était débordée, quoi, ce qu'elle m'a dit. Alors, il faut pas le prendre dans l'ego. Il faut pas avoir de vanité. Il faut se dire que Hugo, c'est clair. Si vous dites 3 noms aux Français, vous dites La Fontaine, vous dites Molière, vous dites Hugo. Vous avez 3 piliers de ce qu'est le génie français. Ils ont rien à voir les uns avec les autres. La Fontaine a plus à voir avec Molière, mais c'est quand même pas du tout le même truc. Et le 19e n'a rien à voir avec le 17e. Mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'en France, c'est vrai que les jeunes ne lisent plus. C'est vrai qu'ils voient que des films américains. C'est vrai tout ça. Mais il s'avère que quand on est dans un espace que je dirais, minoritaire, c'est ça le mot. Parce qu'il faut pas croire qu'on est majoritaire. On est minoritaire. Même si moi, je joue depuis 2 ans, ce spectacle a été vu par 100 000 personnes. Vous imaginez qu'un match de foot, en 2 jours, ils en font 120. Vous comprenez? On est minoritaire. Quand des grandes stars de la chanson débarquent, en 1 heure, ils vendent 30 000 places. Moi, il me faut quand même 1 an et demi. Donc, nous ne pouvons pas nous vanter. Mais en même temps, on est obligé de reconnaître que j'aurais jamais imaginé que ça fonctionne comme ça. Pourquoi je suis à la boule? Parce que j'aime beaucoup Corinne. Corinne, elle a une énergie, une grâce. Corinne Denuet, la directrice générale d'Atlantia. Voilà. Madame Denuet, elle a une grâce, elle a une vitalité et elle a une passion qui fait que j'avais aucune raison. Je vais partir faire la tournée dans le Midi, je vais jouer quelquefois 5-6 dates, après je tourne un autre film, etc. Donc, j'avais pas précisément la possibilité de venir, mais sa détermination est telle qu'à chaque fois, elle trouve les mots, et me voilà parti chez vous, et je vais pas vous redire ce que j'ai toujours dit, la Baule est une incarnation. Je l'ai déjà dit dans un journal, une incarnation baudelairienne chez vous, voilà. Parce que là, tout n'est qu'ordre et beauté, et luxe, calme, et volupté. Alors maintenant, il faut que je vous laisse poser une question. Est-ce que pour préparer ces textes, vous êtes inspiré uniquement des textes de Victor Hugo, ou vous avez été aussi lire le carnet de Juliette Drouet? J'ai tout lu. J'ai construit sans faire exprès. On pourrait dire que c'est pas moi qui ai construit, ça a construit à travers moi. C'est par la chance d'avoir rencontré une femme qui nous a quittés beaucoup trop tôt, Sophie Silière, qui m'a donné l'idée du début du spectacle. Après, j'avais une obsession sur la préface que je trouve sublime, la préface des Contemplations, que j'ai toujours trouvé aussi beau que de la poésie en prose. C'est cette fameuse préface. Les Contemplations, il les a écrits à Guernesey, et c'est grâce à ce succès énorme qu'il a pu acheter sa maison à Guernesey, et il a été enfin plus menacé d'être exilé ailleurs. Et cette préface commence par « Si un auteur pouvait avoir quelques droits d'influer sur la disposition d'esprit des lecteurs qui ouvrent son livre, l'auteur des Contemplations se bornerait à dire ceci. Ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort. » Oui, il y a 25 années dans ces 2 volumes, etc. L'auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. Donc, au tout début, il y a un poème, l'unique poème dépressif de Hugo, où vraiment il veut mourir après la mort de sa fille, il veut plus vivre. Après, il y a la Renaissance, en quelque sorte, par l'écriture et par les événements politiques qui fait qu'il est condamné à mort et qu'il doit quitter la France. Il est parti quand même plus de 19 ans de France. Les gens savent à peu près. Mais bon, c'est presque 20 ans hors de notre terre. Il est parti, et il est parti 20 ans. 1 an en Belgique, 3 ans à Jersey, et 15 ans à Guernesey. Et
après tous ces poèmes, je dis les chefs-d'œuvre sur sa fille. Oh, je suis comme fou dans le premier moment, hélas. Et je pleurais 3 jours, amèrement. Vous tous à qui Dieu prit votre chère espérance, Père, Mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé? Je voulais me briser le front sur le pavé. Puis je me révoltais, et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible, et je n'y croyais pas. Et je m'écriais non. Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom, qui font que dans le cœur, le désespoir se lève? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible, enfin, qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Oh, que de fois j'ai dit silence, elle a parlé, tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient. Laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. Je crois que personne n'a écrit l'inacceptable aussi génialement. Donc, il y a ces poèmes, et puis après, il y a des moments où il s'aère, où il y a cette expérience mystique des tables, où je trahis un peu Hugo, parce que Hugo voulait pas qu'on en parle, de ses expériences de table. Mais bon, je suis obligé de le faire. Et évidemment, ça devient très comique, ça fait rire. Et dans le bon sens, pas en se moquant. Et puis après, on continue, on parle de Baudelaire, qui parle de Hugo. Écoutez, je vous conseille de lire tous les merveilleux journaux qui ont très bien écrit sur cette affaire. Mais à part une autre question, dites-moi. oui, mais justement, la question bête serait pourquoi Victor Hugo, mais en réalité la question c'est quel Victor Hugo? Quel Victor Hugo appréciez-vous le plus? Vous Oui, parce qu'il est... il est homme politique, voilà, il est multiple. Il Victor est Hugo. totalement multiple. Il est le dessinateur de génie, il est l'homme politique qui passe de la droite à la gauche, il est le royaliste qui passe après à la République. Est-il passé de la droite à la gauche? Parce que la droite n'était plus la droite qu'il aimait. Et c'est la droite qui a changé. Peut-être. Eh oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'après, alors moi, j'aime le grand journaliste. C'est pour ça que j'aime beaucoup Choses vues. Il y en a pas beaucoup dans mon spectacle, des textes de Choses vues. Mais j'aime, il y a des bonheurs absolus, des éblouissements. Mais, vous savez, c'est pas moi qui décide, hein. Pourquoi Hugo, je me le demande. C'était très étonnant. Et voilà, j'y suis, et j'en ai au moins pour 2 ans encore. Vous savez, quand je vous écoute, vous avez parlé de ces presque 20 ans hein, d'exil. Oui, 19 ans et quelques temps. Je viens d'y penser. Alors peut-être que c'est un peu stupide, je sais pas. Mais est-ce que c'était un Solzhenitsyn avant l'heure, un Solzhenitsyn français? Ah, alors ça, personne m'a posé cette question. Personne m'a posé cette question. Ça, c'est très étonnant. Moi, j'ai pas de légitimité à être pointu en politique, en géopolitique. Et je suis accablé. Oui, mais c'est un grand écrivain aussi. Voilà, il a des ça, points de commun avec Hugo. Lui, il a parlé quand même d'un système totalement concentrationnaire, atroce, et il a fait ça pendant qu'il était au goulag. Et Hugo a dénoncé le recul des libertés en France. Voilà, mais on peut pas comparer le goulag du russe avec, c'est vrai, une Napoléon III lui a menti. D'ailleurs, il devait être ministre de Napoléon III, ministre de l'Éducation, même, je crois. Et puis, très vite, Hugo s'est rendu compte. Mais ça, je vous avoue que la dimension politique ne m'intéresse que parce que elle a été un prétexte à fulgurance poétique dans ces 20 ans d'exil, ces marches dans l'océan, ces promenades constantes, et c'est plus ça qui m'intéresse que de savoir. Moi, j'aime beaucoup quand il est en exil et que il fait des descriptions de gars, de mouchards, de gens qu'on trahit, de gens qu'on trahit. Dans Choses vues, il y a des choses absolument merveilleuses. Mais ce qui m'intéresse évidemment dans mon histoire, c'est aussi les gens qui parlent de lui. Alors là, moi, j'ai Baudelaire qui parle de lui de manière absolument sublime. Il est dans mon spectacle depuis longtemps déjà. Victor Hugo n'est plus parmi nous.
Je me souviens d'une époque où il raconte l'importance qu'Hugo avait dans le paysage général. Après, il y a Charles Péguy qui parle d'Hugo. Pour arriver à la fin du spectacle, qui est un moment que je pensais que je n'arriverais pas à faire, c'est que je tente de dire peut-être un des 10 chefs-d'œuvre de la langue française, c'est-à-dire Beaux endormis, que Charles Péguy considère comme le plus grand poème de l'histoire de la civilisation judéo-chrétienne. Donc je parle de Péguy qui parle de Hugo, je parle de Baudelaire qui parle de Hugo, et je sais pas trop. Alors moi, on va quitter Hugo, l'homme politique, puisque voilà, vous l'écartez. Je le connais, mais bien sûr, moi, évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme, c'est l'artiste absolu. Alors l'homme Hugo, dans sa relation avec Juliette Drouet, qu'on dit souvent, c'est sa maîtresse. En réalité, c'était pas sa maîtresse, c'est bien plus que ça. C'est une relation unique, incroyable, qui a duré près de 50 ans. Voilà. 50 ans. C'est ça. Là aussi, c'est quelque chose d'assez fascinant. Est-ce que ce type de relation peut exister encore aujourd'hui au XXIe siècle ? Oh non, parce qu'aucune femme, elle a abandonné son métier. Alors son métier était pas facile à l'époque où elle l'a fait. Là, elle perçait pas très bien. Mais quand elle a rencontré Hugo, qui lui-même sortait d'une épreuve épouvantable, puisque sa femme, c'est quand même la première qui a eu cette relation avec Sainte-Beuve, et qui a donc trahi le contrat qu'ils avaient mis au point tous les deux, puisque elle a eu une liaison très très puissante. Elle en avait marre de la vitalité sensuelle de Hugo, la puissance de demande sexuelle d'Hugo la fatiguait très vite, et elle a préféré une relation amoureuse un peu éthérée. Mais c'est quand même le meilleur ami de Victor Hugo qui venait dîner le soir, et c'est quand même le meilleur ami qui a eu cette liaison de plusieurs années avec sa femme. Ça, c'est une épreuve, et c'est là où il a rencontré Juliette Drouet, et Juliette Drouet, ça a été la grande histoire, mais il a eu tellement d'autres histoires. Vous savez, il en a eu. Il faut savoir que il avait en plus des maîtresses, mais Juliette Drouet n'était pas le problème, la maîtresse. C'est ça. Ça, c'est sûr que Juliette Drouet est sa maîtresse, la maîtresse principale, plus que ça, oui. Mais le problème, c'est que il était totalement sollicité, quoi. On peut dire qu'il a au XXIe siècle, on dit il aurait des coups, quoi. C'est ça. Dire que ça, au XXIe siècle, on aurait dit que il était comme Mick Jagger dans les années 80, 70, c'est-à-dire qu'il y avait des dizaines de femmes qui le poursuivaient. Il était poursuivi, les femmes lui envoyaient des mots, il était une énorme vedette. Et comme il adorait les femmes, et qu'il avait un tempérament totalement démesuré, c'est un mystique et en même temps un charnel, c'est un dessinateur de génie, en même temps par moments il a des naïvetés extraordinaires, c'est un personnage complexe, et je dirais que ma lecture montre un Hugo complètement, je dirais, c'est pas moi qui le dis, sinon ce serait affreux de me commenter moi-même, mais moi j'ai pris la partie moins lyrique, mais la partie du génie poétique, voilà. Ça m'a fait plaisir. J'ai une dernière question, si vous le permettez. Avec plaisir. J'ai dit il y a un troisième Victor Hugo dont on parle peu. Ça c'est mystérieux, cette forte attirance pour la spiritualité, mais on sait qu'il était anticlérical, mais il a eu une éducation quand même, voilà. Et puis ensuite, les séances spirites à Jersey. Moi, elles sont dans mon spectacle. Je sais, c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. Et oui, parce que ça a été sa grande affaire, Il a beau ne pas être baptisé, mais Dieu est sa grande affaire. Et l'âme, les choses invisibles. Vous savez, il y a mon ami Philippe Labro qui nous a quittés il y a quelques jours. Et Hugo, dit, en parlant il dit à un moment dans un poème ou dans une lettre, il dit, le souvenir, c'est la présence invisible. Et c'est une phrase qui m'obsède beaucoup. Car quand les gens nous quittent, il reste le souvenir. Et pour Hugo, le souvenir, c'est la présence invisible. Alors moi, si je peux vous répondre, mais c'est qu'Hugo, il n'a qu'une relation, c'est avec Dieu.
peu importe qu'il n'ait pas été baptisé. Moi, il y a beaucoup de curés qui viennent. Il y a tous les genres dans mon spectacle. Et il y a des curés qui me disent, vous savez, il n'a pas été baptisé. Je dis, et en même temps, il est obsédé par Dieu, puisqu'il se demande comment Dieu a pu lui faire la plus grande épreuve, d'où le grand poème à Villequier, que je prendrai un jour, mais qui dure 25 minutes. Et ça, je le ferai dans un autre genre de spectacle. Mais il pose la question à Dieu. Tu t'en fous, quoi. Tu m'as pris ce qui était le plus beau. Victor Hugo aurait-il été Victor Hugo si Dieu ne lui avait pas donné cette épreuve? Il était déjà bien parti, hein. Il était déjà bien parti. Oui, mais c'est très difficile de répondre. Évidemment que des artistes de cette dimension-là, ils cherchent pas des bonnes vacances sympathiques, l'apéro. C'est des gens tourmentés, assez malheureux, même s'il avait une vitalité exceptionnelle. On n'est pas dans tout, vous savez. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de Victor Hugo? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui supportent le tourment et les questions métaphysiques et les épreuves, même si tous les gens qui nous écoutent à votre radio ont... Et, finalement, les épreuves et l'horreur de la vie, quand elle est douloureuse, fait qu'on est tous... Tu sais, dans la préface, il dit cette phrase extraordinaire. Il dit à un moment... Il dit voilà, je vous ai fait ce livre, et il dit qu'est-ce que les contemplations? Eh bien, il dit c'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelques prétentions, les mémoires d'une âme. Ce sont en effet toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes, etc. Il raconte tout ça. Est-ce la vie d'un homme? Et là, il répond oui, et la vie des autres hommes aussi. Et là, il dit, nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis. La destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Et là, Hugo dit cette phrase géniale. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Oh, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Et bien quand ça, on peut finir sur cette phrase. Êtes-vous tourmenté? Insensé qui croit que je ne suis pas toi. Je suis sûr que vous êtes parfois tourmenté. Le tourment est une force de création. Le tourment est salvateur. Le tourment amène à la réflexion. Le tourment est parfois magnifique. Il est douloureux, il est pénible. Moi, ça, c'est sûr que ma vie est pas heureuse. Prendre l'apéro au coin de la plage, à la boule, on ne réfléchit pas. On réfléchit pas. On est incapable. Ah oui, mais moi, je suis incapable. Je les admire. Je les admire. Je trouve il faut une force de vie, une bonne humeur, des apéros géants. Une grande joie de parler avec vous. Merci Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini lit Victor Hugo. C'est lundi 11 août à 20h au Palais des Congrès Atlantia de La Baule.